On est ensemble chaque dimanche matin sur Radio J et on est bien sur Radio J le dimanche matin puisqu'on a rendez-vous avec Vladimir Fedorovski pour parler de l'histoire de la Russie et du monde soviétique et post-soviétique. Il est avec nous comme chaque dimanche matin. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Un grand plaisir d'être avec vous. Votre dernier ouvrage, Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paraît aux éditions Ballant. On a parlé lors du dernier épisode de la perestroïka. Avec vous cette semaine, on parle de la Russie post-communiste et d'Israël. Comment s'articule cette histoire entre la Russie qui bascule d'une histoire à l'autre et Israël qui se situe dans une région où tout va toujours très vite? Tout va toujours très vite, c'est une région très explosive, mais il y avait un projet de rééquilibrage réciproque. Je ne vous cache pas que je suis très motivé dans la réalité par ça. J'ai toujours pensé que, aussi dans l'Europe, mais aussi au Proche-Orient, il faut trouver l'équilibre des intérêts des uns et des autres. Et le rapport avec la Russie, entre la Russie et Israël, c'est quelque chose de tout à fait significatif. Ce n'est pas étranger pour, disons, encore une fois, projet post-soviétique. En réalité, les rapports avec Israël, c'est plus réussi que les rapports entre la Russie et l'Europe. Avec l'Europe, c'est une rupture définitive, à mon sens. Avec Israël, non seulement ça vivote, mais ça continue plus que jamais. Après la chute de l'Union soviétique, il faut dire que l'élite nouvelle qui est apparue là-bas en Union soviétique. Et encore une fois, les Juifs ont joué un rôle tout à fait important. Je dois vous dire, l'élite économique, ce qu'on appelle les oligarques, ils ont été d'origine juive en majorité absolument écrasante. Il faut dire que Poutine, qui a pris le pouvoir en 2002, il n'est pas étranger à ça. Parce que son entourage, les gens ne savent pas, mais il passe vraiment les meilleures heures quand il parle avec ses copains d'origine juive. Les meilleurs amis de sa jeunesse, c'est Rothenberg. Il ne faut pas se leurrer, il a aidé à ces gens-là de faire la fortune. Ils n'ont pas volé. Ce n'était pas du tout la corruption, mais il a donné les grands projets, réalisations. Ils sont devenus pas millionnaires, milliardaires en dollars. C'est les frères Rothenberg. Comment ça s'est passé? Parce que Poutine, et vous savez, c'est tout banalement, quand il était enfant, à 12 ans, 13 ans, pour être précis, ces deux frères ont été ses coéquipiers dans le judo. Il n'a jamais oublié ça. Les frères Kovalchuk de l'Académie de sciences, j'aurais pu vous parler. Mais vous savez, ces gens-là, ils ont développé la Russie d'une manière extraordinaire, ça a joué un rôle. Il y a un aspect aussi culturel et presque sentimental pour Poutine. Tout le monde sait que sa mère adoptive, en tout cas intellectuellement parlant, elle est d'origine juive. C'est une dame qui était sa maîtresse d'école, qui l'a formée, qui l'a sauvée autrefois, à tel point quand il a vu qu'il vivait en Israël, il lui a donné à ses propres frais un appartement et ça a joué un rôle. Troisième élément, Elle était dans l'appartement et après, quand elle est morte, le régime a récupéré l'appartement. Oui, mais elle a pu vivre dedans. Elle a pu vivre dedans quand même. Ça, oui, bien sûr, mais on ne lui a pas donné. Non, mais il lui a... Il lui a permis de vivre très dignement. Oui, vous avez raison. Et troisième élément qui est un élément quand même aussi de caractère politique. Vous comprenez, il y avait dans cette période la réflexion en Israël autour de l'évolution aux États-Unis de la politique. C'était symbolisé par Obama, mais aussi par les autres, parce qu'à l'époque, c'était à la mode d'équilibrer, de pousser la présence des États-Unis dans le monde arabe, avec les projets comme ça. Et en Israël, on a dit que dans ce cas-là, il faut avoir l'ouverture plus intéressante aussi ailleurs. Et il y a deux premiers ministres qui ont joué un rôle assez extraordinaire. Évidemment, le premier ministre actuel, Netanyahou, c'est un ami, on peut dire, Poutine le considère comme son ami personnel, ce qui est incontestable, qu'il y a quelque chose qui passe. C'est ça le problème.
on va mettre les pieds dans le plat. Il y a toujours quelque chose d'ambigu qu'on n'arrive pas, on ne sait pas par quel bout l'attraper. Oui. Et on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que, effectivement, ce que vous expliquez sur Vladimir Poutine, etc., vous avez tout à fait raison. Vladimir Poutine, ses liens avec Israël, et en même temps, il y a effectivement les liens entre la Russie et l'Iran. On ne peut pas dire que l'Iran, ce soit particulièrement un ami d'Israël. On ne peut pas dire que les liens entre la Russie et l'Iran, on ait vu que ça ait pu être d'une façon ou d'une autre concrètement favorable à Israël. Il y a des déclarations par rapport aux Juifs qui sont super gênantes depuis le début du conflit en Ukraine. Comment ça s'articule tout ça? On ne sait pas comment lire tout ça. Non, vous savez, je vais vous dire. Ça, c'est, tout d'abord, il y a un aspect que je tiens à souligner. En Russie, je dirais, cet esprit d'équilibre des dirigeants d'Israël est beaucoup apprécié. Parce que quand vous regardez la politique israélienne envers l'Ukraine, c'est tout à fait différent de la politique occidentale qui était hyper hostile et carrément, en tout cas pendant la période de Biden. La Russie a particulièrement apprécié, il apprécie toujours. Non, mais il faut quand même souligner qu'après le 7 octobre, il n'y a pas de condamnation officielle du 7 octobre et que la Russie reçoit des dirigeants du Hamas. Ça interroge. Une autre chose qui est dirigeant, condamnation était faite. Ça, je peux vous donner, il suffit de cliquer sur l'Internet. La condamnation, évidemment, de la part de Poutine était faite. Il y avait, vous avez raison, moi j'étais blessé même personnellement quand il y avait cette phrase malheureuse de Lavrov. Ça, pour moi, c'était inacceptable. Et est-ce qu'il fallait recevoir aussi des dirigeants du Hamas après le 7 octobre à Moscou? Je ne pense pas, mais enfin là... Pourquoi ça a été fait? Mais ça, c'est... Vous savez, je vais vous dire, dans cette affaire, les contacts ont été nombreux et les contacts occidentaux dans le milieu islamiste sont tout à fait connus, sans parler de financement de Hamas, si on entre dans le détail. Mais pour revenir à Bennett, il y a un autre symbole. On mentionne souvent Netanyahou parce qu'il y a une affinité personnelle entre Poutine et Netanyahou. Mais Bennett, moi, je pense qu'il était prémonitoire. Vous savez, aujourd'hui, on vit des moments de plus dangereux de l'histoire. Naftali Bennett, qui était Premier ministre. Il faut dire que lui, il a failli jouer un rôle absolument historique. Et je regrette beaucoup qu'il n'a pas réussi autrefois. C'était juste au début, parce que lui, il a failli arranger les choses, le conflit. On était à 2 pas de la conclusion des accords entre la Russie et l'Ukraine, grâce à l'intervention de Bennett qui était efficace. Et on m'a montré les choses très pointues. Il était hyper pointu et je vous signale. Mais pourquoi en quoi Bennett a failli faire la paix, obtenir la paix entre Moscou et l'Ukraine? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il aurait arrêté le conflit. Mais il n'y avait pas de... Mais sur quoi ça repose, ça? Ça repose sur les choses banales. Sur l'idée était... On va revenir à ça. Il a réussi à monter... Le montage était garantir la sécurité de l'Ukraine d'une part et prendre en compte les intérêts de sécurité de la Russie de l'autre. C'est un truc prémonitoire. Je vous signale que maintenant, il y a une très grande... on va en parler justement. Les choses qui se passent maintenant, je tiens à vous dire, Bennett, moi je regrette énormément que le monde aurait pu être différent et je dois signaler que les affaires Bennett ont été bloquées notamment par les Anglais et c'était une grande erreur historique. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Tous les dimanches avec nous, votre dernier ouvrage Trump, Poutine et Ivan le Terrible, dialogue avec l'histoire, paraît aux éditions Ballant.